Le 22 avril 2026, nous sommes dans la 5e année, jour 58 depuis le début de l'invasion à grande échelle. Soyez les bienvenus, je vous souhaite la bienvenue au rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons examiner beaucoup de choses. Nous allons regarder Tuapse ainsi que les conséquences. Nous allons également examiner les attaques le long de tout le front, des deux côtés. Et ce que nous allons aussi regarder, ce sont bien sûr des déclarations très étranges du côté russe. Comme toujours, je ne vais pas vous promettre trop de choses, mais c'est encore une fois, très absurde, ce que nous allons entendre aujourd'hui. À Tuapse, ça brûle toujours et on commence à voir ce qui reste réellement après un tel impact. Des habitants rapportent désormais que du pétrole qui s'est échappé s'est répandu sur une grande partie des environs. Les routes sont noires, les murs des maisons sont souillés, les cours complètement sales. Même les animaux traversent la zone et sont couverts de pétrole. Cela n'a plus rien à voir avec un simple incendie dans un terrain isolé. On dirait que tout s'échappe de l'installation et se répand dans toute la ville, et surtout dans le quotidien des habitants sur place ainsi que dans l'environnement. On constate que le problème ne se limite pas à l'incendie. Les réservoirs brûlent, mais le produit continue aussi de s'écouler et de se répandre. Et c'est justement ça qu'on n'arrive pas à maîtriser facilement, même si les flammes finissent par diminuer ou s'éteindre. Selon les habitants, le sol et l'air sont tellement contaminés qu'ils ne peuvent plus vivre dans la ville, et la ville a été plus ou moins détruite en même temps, sans que les Ukrainiens aient touché un seul bâtiment résidentiel civil. Si Poutine n'avait pas lancé la guerre, leur vie ne serait pas aussi limitée, mais la plupart ne réfléchissent pas jusque-là. D'ailleurs, écoutez bien. Si l'image d'hier vous a paru suspecte, car les pompiers russes ne pouvaient plus éteindre le feu et se prenaient juste en photo devant le réservoir en flammes, j'en ai une encore meilleure à vous montrer. Faites attention, le dépôt brûle déjà depuis plusieurs jours. De grandes parties ont été détruites par le feu et nous voyons actuellement les conséquences. Donc air pollué, pluie d'huile ou de cendres partout en ville. Alors que peut faire la communauté urbaine ? Ils se sont dit « le dépôt brûle, donc la ville a évidemment besoin de plus de verdure. » Ça paraît presque complètement absurde. Alors que les conséquences d'un tel impact se font sentir dans toute la ville, on parle officiellement des arbres et des espaces verts sur lesquels on veut désormais construire. Ils ne parlent pas de ce qui s'est vraiment passé, mais de ce qui sonne mieux ou donne une meilleure impression. Comme pour dire « il n'y a rien à voir, tout va bien ». Il n'y a pas de guerre non plus à Basinksé, je voulais dire bien sûr à Tuapse. Regardez ça, des motards russes passent dans le brouillard devant une position ukrainienne et se font abattre par les soldats. Comment est-ce possible ? Comment cela peut-il arriver ? 3 points me viennent à l'esprit sur le schéma d'attaque russe. Premièrement, comme toujours, il n'y a pas eu de réelle reconnaissance préalable. Ils ont juste été envoyés sur place. Deuxièmement, l'adversaire a de nouveau été sous-estimé, ou troisièmement, ils savaient qu'il y avait des forces ukrainiennes, mais ils sont quand même entrés, comme lors de presque chaque attaque. La plupart du temps, c'est même un mélange des 3 choses. Fondamentalement, le renseignement russe n'est pas vraiment le meilleur depuis le début de la guerre, et il est plus qu'optionnel de le reconnaître comme un atout avant une attaque. Le fait qu'ils aient maintenant aussi des problèmes de communication rend bien sûr les choses encore plus difficiles. Nouvelle attaque de drones ukrainiens, cette fois au-dessus. La région de Rostov est une région assez importante, car une grande partie de l'approvisionnement russe vers l'Ukraine occupée passe par ici. À l'arrière-plan, on voit le feu anti-aérien et quelques explosions dues aux impacts de drones. La vidéo n'est sortie que récemment, après que j'avais presque fini mes recherches, donc je n'ai pas encore d'image de l'impact. Mais je vais essayer de le fournir dès que possible, comme toujours. Dans le secteur de Kopiansk, les combats continuent avec une intensité faible à moyenne. Sont concernés entre autres des secteurs près de Petropavlovka, Korylivka, Novozinove et Pichane, ainsi que directement au nord-est de Kopiansk. Même les forces russes misent surtout sur de petits groupes d'infanterie et des avancées motorisées. Cela signifie qu'ils sont revenus à la tactique de l'année dernière, car celle-ci fonctionne manifestement mieux. Cependant, elles sont souvent stoppées ou repoussées actuellement. En même temps, des unités ukrainiennes attaquent des positions russes ciblées, notamment des tranchées et des bâtiments, ce qui a également été confirmé par certaines images. Je dois vérifier si je peux les mettre en ligne ici selon les règles de YouTube. S'ils sont là, c'est bon, sinon vous les verrez plus tard sur Telegram. Ici, ce n'est pas le mouvement sur le front qui importe, mais le comportement des unités russes. Il y a des rapports selon lesquels des soi-disant unités de barrage, des unités de blocage sont déjà utilisées, comme auparavant. Elles n'attaquent pas directement l'ennemi, mais leurs propres hommes en cas de retraite. Concrètement,
Il était dit que des unités russes se trouvent parmi les Russes et que les unités russes avancent lentement ou n'exécutent pas les ordres comme prévu. Et les deux principaux points de contact dans ce cas sont ici, au nord-est, ainsi qu'ici, au nord. Ce sont donc les deux principaux axes où se sont déroulés la plupart des combats. Je les ai également marqués ici avec ces deux épingles rouges à cet endroit et une épingle rouge ici en haut. Dans la région d'Unkalenki, autour de la côte 207, des combats de faible intensité se poursuivent entre les unités de la 3e armée russe, en particulier la 6e, la 88e et la 123e. La brigade de fusiliers motorisés et les forces ukrainiennes du 11e corps du groupe tactique Solidar. Parmi elles se trouvent également la 10e brigade d'assaut de montagne, la 54e, la brigade mécanisée ainsi que des éléments de la 81e brigade aéroportée. Du côté ukrainien, une évolution claire s'est manifestée au cours des dernières semaines. Les troupes se sont progressivement repliées de leur position avancée tenue depuis janvier dans la région autour de Raketen et ont raccourci la ligne. L'objectif était de concentrer les forces sur la ligne principale de défense préparée de l'agglomération de Kramatorsk. Celle-ci s'étend le long d'un fossé anti-chars, à l'ouest de la côte 207 et à la limite ouest de Kalenki. Donc c'est à peu près indiqué ici de façon schématique. Mais ils ne voulaient pas complètement abandonner la zone avancée. Les forces ukrainiennes tiennent toujours deux positions avancées à l'est du fossé, l'une sur le bord nord de la côte 207 et l'autre dans la soi-disant forêt sur le flanc sud. Ces positions restent surtout des points d'observation et de retardement, mais l'essentiel des combats se déroule sur la côte 207 depuis des semaines. Directement sur la côte 207, là des unités russes de la 88e brigade soutenues par la 123e. La brigade contrôle désormais la majorité de la forêt sur la crête. Les Ukrainiens ne tiennent plus que le nord et l'ouest du bois. De petits groupes russes ont avancé le long de la Balkane et tentent maintenant de progresser vers la localité d'Olexandrivka. C'est aussi vers cette localité que pointe l'axe principal de l'attaque. L'objectif est de s'installer à l'ouest du fossé et d'y créer une tête de pont. Ici, ce n'est pas une percée, mais une approche classique. Sécuriser le terrain, exploiter les brèches, élargir lentement, telle est la méthode russe avant de tenter un encerclement en cas d'échec. Des éléments de la 6e brigade seraient déjà ponctuellement présents à l'ouest du fossé anti-chars. Cependant, cela reste limité. Dans l'ensemble, l'Ukraine a volontairement reculé et renforcé sa ligne. La Russie, quant à elle, progresse en direction de cette ligne. Pas frontalement, mais par des terrains favorisant le mouvement, comme je l'ai dit. Ce n'est pas une percée, mais c'est la phase qui la précède, s'ils parviennent à maintenir la pression ici, et que les Ukrainiens continuent de reculer vers l'ouest. Dans la nuit du 22 avril, la gare de triage de Zaporizhzhia-Liwe a été attaquée par des drones russes. Selon Oleksiy Kouleba, l'attaque a touché l'infrastructure de la gare ainsi que des installations adjacentes. L'assistant d'un conducteur de locomotive a été mortellement blessé. Le conducteur a été hospitalisé après avoir été blessé. Des quais, entrepôts et parties du chemin de fer ont été touchés. L'infrastructure et les installations portuaires ont aussi été affectées. Il ne s'agissait donc pas d'une cible isolée, mais les nœuds sont directement pertinents pour le transport et la logistique, et pour cette raison, ils constituent également l'un des objectifs de la Russie dans cette guerre. Le blogueur Z-ukrainien Mikhail Svinchuk décrit assez ouvertement comment des combattants étrangers sont recrutés pour la guerre. D'ailleurs, c'est aussi l'opérateur derrière Rebar. Ce sont des citoyens de pays africains impliqués dans cette guerre. On leur propose cela, comme je l'avais déjà mentionné dans le rapport de situation il y a 2 ou 3 ans. On leur promet des emplois bien payés en Russie et des visas rapides. À Moscou, leurs passeports sont apparemment confisqués. Quelques jours après, on leur annonce brusquement qu'il n'y a plus de travail et la non-validité du visa. À partir de ce moment-là, cela devient intéressant, car sans argent, sans documents et sans possibilité de rentrer chez eux, les personnes concernées n'ont évidemment que 2 options. Expulsion avec dette ou contrat avec le ministère russe de la Défense, apparemment signé ainsi, car peu compris à cause de la barrière linguistique, il est rédigé en russe. Cela ne vient pas d'un camp adverse, mais de leur propre camp, ce qui donne à cette déclaration un poids déterminant. Je dois bien sûr dire que, comme je l'ai déjà mentionné il y a 2 ou 3 ans dans le rapport de situation, c'est exactement de cette manière que des citoyens africains sont intégrés dans l'armée russe. Et maintenant, j'ai la confirmation d'un blogueur très proche du Kremlin qui décrit la procédure presque exactement de la même manière. Celle entre Zaporizhzhia et Orikhiv. Voici la route. Je la dessine vite. Elle va d'ici, de Zaporizhzhia, tout le long jusqu'ici, en bas vers Orikhiv. Et cette route devient maintenant très intéressante.
Sur cette route, les attaques de drones russes contre la logistique ukrainienne se multiplient. Leur but est d'empêcher l'approvisionnement. Les véhicules y sont repérés et attaqués. Ce qui frappe, c'est que sur ces tronçons, aucun filet anti-drone n'a apparemment été installé, ou du moins pas de manière généralisée. Et c'est précisément ce qui rend la route vulnérable. Sans protection par le haut, on est pratiquement à la merci des attaques, surtout avec une présence constante de drones. Cela ne signifie pas que la route est inutilisable. Mais elle devient plus risquée à emprunter dès qu'elle est surveillée. Il faut bien sûr préciser que les premiers, ou plutôt les tunnels de protection contre les drones actuels, ont été construits sur les lieux de combat intenses ou le long de nouvelles lignes de défense. Les Russes ont avancé de quelques kilomètres ces derniers mois, mais cela reste limité le long de la rive du réservoir. Il était prévisible que les filets anti-drones ne soient pas prioritaires ici, mais on en voit maintenant les conséquences. Surtout parce qu'elles passent en partie à l'intérieur d'une nouvelle ligne de défense ukrainienne. Après des mois de va-et-vient, Viktor Orban a levé son blocage. Ainsi, la voie est libre pour un paquet de soutien de l'UE d'un montant, tenez-vous bien, de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine. Mais il s'agit d'un prêt, avant que les commentaires ne se remplissent à nouveau de remarques sur de l'argent soi-disant offert. Et même si c'était le cas, ce ne serait pas un cadeau, car c'est aussi pour notre sécurité. Les États ne donnent pas d'argent gratuitement. C'est toujours un peu triste de devoir encore expliquer que les États ne donnent pas d'argent gratuitement. Les États espèrent obtenir, grâce à ce que j'appellerais simplement un investissement, un certain avantage dans un avenir proche. Et c'est juste une remarque en passant. Parallèlement, un nouveau paquet de sanctions contre la Russie a été lancé, non sans réticence, suite à un accord en coulisses. L'Ukraine a de nouveau permis le fonctionnement de l'oléoduc Druzhba. C'est précisément le pipeline par lequel le pétrole russe est acheminé vers la Hongrie et la Slovaquie. Ce n'est qu'après cela qu'il a levé son veto. En somme, le pétrole circule de nouveau, le blocage est levé et l'argent débloqué. Cela laisse un goût amer, car ces exportations financent pas toujours la guerre de la Russie. Cela signifie qu'on a veillé à ce que la Russie puisse continuer à financer la guerre. Mais en échange, la Hongrie reçoit du pétrole. Mais l'Union européenne, de son côté, peut mettre en place un paquet de soutien à l'Ukraine. Et en même temps, elle envoie un nouveau paquet de sanctions. Le paquet d'aide est lui-même très conséquent. Près de 60 milliards, soit les 2/3, iront à des fins militaires. Le reste servira aux dépenses de l'État pour maintenir l'Ukraine opérationnelle. Car la guerre ne se définit évidemment pas uniquement par les dépenses au front. Parallèlement, de nouvelles sanctions sont également mises en place, ce qui signifie moins de revenus provenant du pétrole et du gaz, d'autres banques exclues du système de paiement international et des restrictions supplémentaires sur les activités. Et sur ce, je remercie tous les abonnés. Merci aux membres de la chaîne Algecru, en particulier au lieutenant-colonel Renneke, Cilia Dittich, Ferdinand Meyerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.